je suis accompagné de mon collègue. Pierre-Alexandre Blouin, président-directeur général de l'Association des détaillants en alimentation, deux organisations collègues. Qui collaborent beaucoup. Notre objectif aujourd'hui, c'est de parler des fameuses fausses bonnes idées qu'on retrouve trop souvent, malheureusement, dans les règlements ou les lois, quelquefois gouvernementales, qui affectent nos opérations. On a tous noté à travers le temps des exemples de règlements ou de lois qui ont affecté nos opérations. On en a vu, on a été témoins, nous, dans notre rôle d'association, on en a vu régulièrement et on en voit encore beaucoup ces temps-ci. Et une de nos ambitions, c'est d'expliquer un peu comment on peut les éviter, comment on peut les corriger. Et malheureusement, il y a un phénomène qu'on voit malheureusement qui a vu naître depuis quelques années, c'est l'idée où on veut agir beaucoup politiquement, très rapidement. On s'entend que généralement, ce sont presque toujours des très bonnes idées, c'est bien intentionné, l'objectif est bon, il est louable. Malheureusement, quand on veut procéder rapidement, il arrive quelquefois que les idées ne s'arriment pas tout à fait à la réalité opérationnelle terrain. Que ce soit parce que les données sur lesquelles s'appuient sont soit périmées ou il n'y en a pas, ou très peu, ou que les consultations sont faites rapidement ou trop peu. Donc, quelquefois, c'est une simple mécompréhension de la réalité opérationnelle du terrain ou quelquefois, c'est le contexte politique qui justifie les décisions qui sont prises. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rappeler un peu quel genre de règlement ou de loi on a vu récemment ou qu'on voit présentement nous affecter, de voir de quelle façon on peut corriger à tout moins le tir. Et parce qu'il faut apprendre. L'objectif de notre opération, c'est de faire en sorte qu'on puisse se donner des moyens d'apprendre parce qu'on est tous, en quelque sorte, touchés par ces règlements. Et c'est ce qu'on a fait. Heureusement ou malheureusement, on a trouvé des exemples qui sont, des fois, qui sont presque drôles parce que c'est, encore une fois, quand on note une idée et que les conséquences de l'idée deviennent pires que ce qu'on essaie de corriger, évidemment, on en est tous victimes. Alors, ce qu'on veut essayer de corriger, c'est ce genre d'intention-là. Alors, en fait, Crebon-Lapsay, on est deux méchants lobbyistes sur le stage ici devant vous, représentants des méchants groupes industriels. Non, c'était juste pour faire une petite blague en commençant. Comme l'a dit Michel, on parle de préoccupations légitimes, souvent politiques, alors que nous, notre préoccupation, c'est de représenter des intérêts opérationnels de différentes parties. Dans mon cas, des détaillants en alimentation. Dans le cas de Michel, des gens à une plus large échelle, dans le commerce de détail. Puis un tout premier exemple, vous l'avez peut-être vu récemment, mais c'est une idée qui est revenue périodiquement souvent dans les dernières années, obliger le don des aliments, par exemple. Parce que nous sommes, dans l'opinion populaire, des grands gaspilleurs d'aliments. Tout ça, c'est ne pas comprendre comment nos propres opérations fonctionnent au détail. Prenons l'exemple des détaillants en alimentation que je représente. Leur réalité, tout produit qu'ils ont acheté, produit frais, par exemple, ils l'ont acheté, donc il est déjà payé le jour où ils l'ont chez eux. Il est entreposé, il est manutentionné, il est portionné, il est maintenu au chaud, au froid, il est transformé. Donc, c'est tous des coûts additionnels qu'on a ajoutés à ce produit-là. Si en bout de ligne, on ne le vend pas, c'est une perte. C'est une perte sèche, nette. On ne fait pas de vente avec ce produit-là. Tout à l'heure, on parlait de vol, mais c'est une autre façon. Si on ne réussit pas à vendre cet item-là, évidemment, on l'a perdu. Il y a une foule de moyens qui ont été mis en place chez nous pour pallier à ces pertes-là, que ce soit réutilisé, retransformé, vendu avec une des nombreuses applications maintenant disponibles à rabais, mais aussi le don d'aliments avec une foule de types d'organisations. Ça se fait à petite échelle, parfois à l'échelle d'une localité avec un petit organisme, mais ça se fait aussi à très grande échelle avec le programme de récupération supermarché. Donc, ces processus-là existent. Malheureusement, quand un élu veut faire un petit coup politique, essaie d'attirer l'attention médiatique sur lui, il va souhaiter attirer l'opinion publique de son côté, va mettre de la pression, il va dire, maintenant, il faudrait absolument que tout le monde donne ses invendus. Le problème qu'on a, c'est que les organismes sont au maximum de leur capacité. Ils n'ont pas plus de camions, ils n'ont pas plus de bénévoles, ils n'ont pas plus de moyens, ils n'ont pas plus de chambres froides. Donc, cette information-là dont on dispose, qu'on peut partager avec les élus, c'est ce qu'on fait souvent a posteriori plutôt qu'en amont parce qu'on ne nous a pas offert l'opportunité, mais c'est de leur expliquer toute cette chaîne-là puis de les inciter à, s'ils veulent mettre une pression sur le parti au pouvoir pour investir davantage dans ces ressources-là. Parce que tous les détaillants souhaitent collaborer avec ces organismes-là, mais souvent, ils ont aussi un volume de matière trop petit pour intéresser les organismes à venir le chercher. Donc, c'est un exemple parmi d'autres qui est passé tout récemment à Québec, mais qui va revenir dans l'actualité certainement dans les prochaines années. C'est un bel exemple où il y a déjà des écosystèmes en place, il y a déjà une belle collaboration entre des gens sur le terrain qui ont déjà mis en place des programmes. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les élus
Ce n'est pas de leur faute, mais ils ne sont pas au courant. Alors, ça prend, malheureusement, quand les consultations seront très rapides ou trop courtes, ben, on n'arrive pas à rendre, transmettre ça jusqu'aux bonnes oreilles. Donc, effectivement, c'est un problème. Un autre exemple qui nous touche, parce que c'est présentement dans l'actualité, c'est la question du français, parce que ça touche tous les secteurs d'activité, l'alimentaire, entre autres, mais tous les autres secteurs qui touchent notamment le monde du détail. Pourquoi? Parce que dans une volonté bien intentionnée, évidemment, de mieux protéger le français, le gouvernement avait adopté une loi il y a 2 ans, le projet de loi 96, en un découlé un règlement qui a été proposé il y a quelques mois à peine, qui est toujours en consultation, pour lequel ce qu'on sait, c'est que la proposition qui est sur la table, qui vise à protéger le français, arrive avec des éléments qui, malheureusement, tiennent moins compte de la réalité opérationnelle terrain. Encore une fois, dans ce cas-ci, un des éléments de la réglementation propose, par exemple, et ça fait le tour des médias, que tout accessoire qui est vendu sur lequel il y a une description on-off, puis ça peut aller jusqu'à une bouteille de Windex, d'un côté c'est marqué spray, de l'autre côté c'est off. Techniquement, selon le règlement, ce n'est plus légal de vendre ce produit-là. Et la mise en application serait applicable 2 semaines après l'adoption finale du projet de règlement. Donc, si le règlement est adopté en juin, quelques semaines après, ça deviendrait illégal de pouvoir vendre ces produits-là si on se fie au règlement tel qu'il est rédigé. Évidemment, il y a d'autres implications qui touchent évidemment la langue française. L'affichage, on pourra en parler longuement parce que le coût, malheureusement, de ce qui est demandé aux commerçants qui venaient de terminer une vague de changement de leurs affichages est beaucoup plus élevé que ce que le gouvernement avait expliqué à l'origine lors du dépôt du règlement. Mais dans tous les cas, un des exemples pour ce qui est des appareils, si le but c'est de protéger le français, ce qui risque d'arriver, puis c'est des associations notamment de manufacturiers qui ont indiqué que par exemple, les appareils électroménagers, c'est peut-être 90% des appareils qui sont donc touchés par le règlement, qui seraient plus légaux, donc quelques semaines après l'adoption du règlement. Quand on est rendu là, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui disparaissent des étagères, puis qu'est-ce qui arrive quand les produits ne sont plus sur les étagères? Évidemment, il y a un enjeu réel, un impact réel pour les citoyens et pour les commerçants. Mais ceux qui veulent trouver le fameux produit qui ne serait plus sur un étagère, ils vont aller où? Ils vont aller sur un site Internet. Ils vont l'acheter en ligne. Et si le produit n'est plus légal sur une étagère et se trouve sur un site Internet, c'est parce que ce site Internet-là ne répondra pas aux exigences de langue française. Rappelons qu'au Québec, il y a déjà des obligations. Quand vous achetez un produit au Québec, l'emballage est déjà francophone, les instructions sont déjà francophones. Mais pour cet ajout-là réglementaire qui nous a été proposé, on risque de se retrouver avec des produits qui sont vendus en ligne sur lesquels il n'y aura pas d'emballage en français ni instruction en français. Donc, un exemple où, pour protéger le français, on se retrouverait dans une situation où c'est le français qui serait affecté. Et on pourra en parler longuement. Bon, évidemment, l'enjeu qu'on a, c'est un enjeu de consultation qui est très, très court. La consultation officielle, elle est déjà terminée. Donc, tout ce qu'on fait, c'est, comme disait Pierre-Alexandre, on est des lobbyistes. Alors, on fait notre travail de promotion auprès du gouvernement et de tous ceux qui ont un mot à dire sur la réglementation finale. Mais le risque est immense en termes opérationnels parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver sur les étagères avec des produits qui ne seront plus légaux dans un délai qui est littéralement impossible à respecter. Donc là aussi, on a un travail énorme à faire, mais quand on peut travailler en amont, travailler en consultation, donner évidemment plus d'informations possibles au gouvernement et que les gouvernements soient ouverts aux commentaires, on est capable de travailler avec l'industrie pour amener des changements. Sinon, on se retrouve avec une solution qui sont populaires sur papier, mais qui, dans l'application, évidemment, ne respectent pas la réalité opérationnelle. La difficulté, c'est aussi quand on revient sur le terrain des vaches. C'est correct, nous, on a l'information. Évidemment, les bureaux chefs ont l'information. Dans le terrain des vaches, là, au quotidien, dans les magasins, il y a peut-être actuellement des matériels, que ce soit un four, que ce soit un outil qui sera mal identifié. Pour l'instant, on veut nous dire qu'on sera très tolérant, qu'on va être compréhensif en termes d'application réglementaire, mais il y a toujours un risque. Puis on se sent obligé finalement de lever la main comme organisation. Mais c'est ça. On ne veut jamais que nos membres soient en contradiction avec une réglementation. C'est ce qui devient difficile dans quelque chose qui change aussi rapidement. Souvent, on nous indique que les gouvernements sont très ouverts, ils se montrent flexibles, ouverts, et nous disent, puis dans ce cas-ci, l'Office québécois de langue française nous dit, appelez-nous, on va s'arranger. Le problème, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de recours, d'une poursuite, de quelqu'un qui va dire, le règlement est pourtant clair, vous ne l'avez pas appliqué, je vous poursuis. Qui va protéger le commerçant qui se fait poursuivre? Certainement pas, malheureusement, l'OQLF. Donc, là, une réalité où, quand les règlements sont écrits et les lois sont adoptées, on est obligé de se conformer, même s'il y a une volonté de flexibilité qui est juste verbale, malheureusement. Passons de l'OQLF, allons vers un autre niveau de gouvernement. Le palier municipal était quelque chose qui n'était pas vraiment sur le radar des associations provinciales, nationales, etc. dans les dernières années. Ça a changé. Maintenant, il faut avoir des yeux tout le tour de la tête. Encore une fois, pas parce qu'on est des méchants lobbyistes, mais juste pour pouvoir bien aider, bien outiller nos membres. Puis on a une foule d'initiatives municipales réglementaires
certaines qui sont exemplaires, d'autres qui ont eu des processus un petit peu compliqués. Au niveau des groupes exemplaires, je nommerais par exemple la ville de Sherbrooke, qui, dans une foule d'encadrements nouveaux au niveau des emballages, au niveau de différents éléments, a mis en place, dès le départ du processus, un groupe consultatif avec des détaillants de différents secteurs d'activité. On établit des listes de produits qu'ils souhaitaient viser. Avec les détaillants, ils ont travaillé en amont, comme le dit Michel tantôt, on travaille en amont pour bien établir quels seraient les éléments dans une première phase, ensuite quels seraient les éléments dans une seconde phase. Puis en bout de ligne, on va réévaluer avec ce comité-là. Donc, c'est même plus les associations, ça se passe carrément directement sur le terrain. L'information est circulée de façon transparente, c'est disponible sur les sites Internet. Les équipes de la municipalité font aussi des communications actives. Donc, tout le processus se fait correctement, puis les gens sont prêts, aptes à adapter tout ça. Donc, c'est vraiment le genre de démarche qu'on souhaite. Parce que, premièrement, c'est un processus qui est agréable pour les commerçants. Il y a certains éléments, des fois, qui peuvent accrocher, mais c'est itératif, on est capable d'échanger. La grande difficulté aussi qu'on retrouve avec ces initiatives-là, dans d'autres endroits, c'est le manque d'uniformité. C'est qu'on peut avoir une ville qui est séparée de sa voisine par une rivière ou tout simplement sur la même rue. Quand on est sur la rive sud de Montréal, on passe d'une ville à l'autre ville à l'autre ville. Puis, on se retrouve avec une réglementation qui est morcelée. Dans d'autres cas, on a aussi eu des enjeux problématiques où on se retrouvait, nous, encore une fois, je le dis de façon amusante, là, mais les méchants lobbyistes rappelaient à la municipalité qu'il faudrait peut-être se fier sur des données probantes, sur des études d'analyse de cycle de vie, de processus. Un exemple qui a fait un peu les manchettes récemment, la ville de Prévost, dont on parle beaucoup, dont on vante les initiatives. Il y a certaines initiatives qui sont tout à fait louables. Mais au début du processus, ce qui nous était demandé, c'était vraiment une montagne pour les détaillants. C'est important de le mentionner. Un exemple, chaque station-service ou chaque commerce qui vend du lave-vitre en bouteille doit installer une borne de recharge en vrac. Borne de recharge en vrac qui coûte quelques milliers de dollars par item, mais aussi qui est de la matière elle-même. Donc, avant d'avoir amorti le coût environnemental de cette fameuse borne-là, il faut servir X nombre de clients. Si on en met une dans les 7 stations-service de la ville, plus le supermarché, plus le rénovateur, etc., avant qu'on ait amorti le coût environnemental de tout ça, c'est long. Ce qu'on proposait en amont, on a dit, bien, est-ce qu'on peut en mettre un à l'entrée de la ville puis un à la sortie de la ville? On aura le service disponible pour la population. Ça n'a pas été si simple que ça, malheureusement. Il y a plein d'autres mesures qui sont en place, mais ces initiatives-là, ce qui est très difficile, c'est qu'à un moment donné, on ne sait même plus où donner de la tête. On peut avoir des réglementations à gauche, à droite, puis comment on fait après pour arrimer tout ça? On dit souvent qu'un mauvais règlement, s'il est appliqué partout, au moins on peut il est mauvais partout. Au moins avec une certaine prévisibilité, on est capable de l'appliquer. Mais l'exemple des villes est le bon parce que c'est l'enjeu. Quand on cherche à transformer des comportements, qu'ils soient industriels ou qu'ils soient chez les consommateurs, il faut qu'il y ait un minimum d'uniformité pour pas que le seul changement, ça soit juste de changer de ville ou changer de trottoir pour aller chercher chez le commerce d'à côté. Dans le cas du plastique, c'est un bel exemple parce que les villes, effectivement, depuis 2017, grosso modo, ils ont un pouvoir complémentaire d'arriver avec des propositions notamment des éco-frais, qu'il n'y avait pas auparavant, mais pour lesquels la mise en application relève que d'eux, avec pas d'autorisation nulle part. Donc, vous avez vraiment une ville qui fait un geste, qui bannit un produit, la ville d'à côté ne le bannit pas, puis n'a pas le même processus. Alors, malheureusement, on fait juste transformer, malheureusement, le comportement du consommateur qui va changer de rue. Ce qu'il faut retenir dans le cas du plastique, notamment, parce qu'il y avait des villes qui avaient des initiatives, le gouvernement fédéral avait sa propre politique, il y avait des obligations même internationales. Il manquait le morceau Québec pour au moins envoyer un signal aux villes qu'un certain leadership allait être pris. Là, heureusement, il y a une politique en préparation au Québec pour laquelle, heureusement, il y a eu une pré-consultation avant même les premiers règlements qui vont suivre ou les lois. On n'a pas encore le détail. Ça va venir. Tout ce qu'on sait, c'est que ça s'en vient, mais au moins, il y a une pré-consultation, donc un minimum d'informations sur la suite des choses. Le problème demeure tout le temps le suivant, c'est quand on ne fait pas suffisamment de consultations ou quand on a des gestes isolés, on pense malheureusement pas souvent aux alternatives. C'est ça. Donc, quand on provoque un changement puis qu'on n'a pas prévu que le citoyen va juste changer de ville pour aller acheter à côté, ou qu'on n'a pas prévu quel produit de remplacement sera mis en place, on n'a pas prévu les coûts, on n'a pas prévu notamment tout l'écosystème qui va être mis en place pour remplacer. La logistique en arrière, parce qu'il faut que le produit soit rendu disponible dans le marché. Prenons l'exemple de Prévost. On avait un exemple, on avait banni toutes les pailles.
Et il y avait des fameuses pailles à slush. Je vois quelqu'un réagir dans l'assistance. Les fameuses pailles à slush alternatives n'existaient pas dans le marché. On ne pouvait pas les commander. Donc, c'était l'équivalent de venir interdire un produit. Là, la municipalité a réagi, en effet. Donc, ils ont donné un délai supplémentaire. On a pu faire cet arrimage-là. Mais évidemment, si un seul commerçant se retrouve devant cette situation-là, puis qu'il n'y a pas le soutien d'une organisation en arrière ou de gens qui peuvent l'épauler, comment fait-il pour se conformer? Il y a deux choix. Il prend le produit, il le vend, il est susceptible à une amende ou à un contrôle, ou il le retire tout simplement. Donc, il faut faire attention dans ces cas-là. Il y a beaucoup de processus de bannissement un peu partout. Si on recule de quelques années, on avait eu notre premier dossier, si on veut, de bannissement, c'était les fameux sacs de plastique. Oui. Aujourd'hui, pour tout le monde, c'est quelque chose qui est acquis. On est habitué avec tout ça, mais reportez-vous quelques années en arrière. Des organisations patronales comme la nôtre recommandaient au gouvernement de dire « Faites attention », puis entre autres à la Ville de Montréal, pensez à ce que vous allez mettre comme alternative. Oui. Ils nous ont banni les petits sacs légers. Ça a fini dans beaucoup de magasins avec des sacs plus épais. On a remplacé un problème par un autre problème. Donc, il fallait réfléchir un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je pense que les consommateurs sont c'est presque ridicule de parler du sac de plastique. Là. Le symbole est maintenant adopté par tout le monde. Mais là, quand on parle de tous les autres types de produits d'emballage... Et le remplacement n'est pas toujours là, exactement. Parce qu'on a remplacé un produit qui était recyclé, recyclable et réutilisable pour le remplacer par des produits qui sont soit pas recyclables ou pas réutilisables. Malheureusement, ça provoque d'autres enjeux. Pareil pour les ustensiles de plastique qu'on bannit graduellement un peu partout, qui étaient recyclés et recyclables, mais qui sont remplacés par on le voit de plus en plus, des fourchettes en bambou, fabriquées en Chine et emballées individuellement dans des sachets de plastique et qui, par leur nature, risquent de se retrouver à la poubelle, à l'enfouissement. Donc, on n'a pas tout réglé. Alors, c'est une belle idée sur papier. Malheureusement, en application, on est un peu plus loin de... Des exemples, malheureusement, on en a tellement. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. On avait un autre cas, la ville de Bromont, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, voulait retirer les barquettes d'emballage pour certains types de produits ou les sacs de plastique qu'on avait, par exemple, dans les charcuteries. Et il y avait eu la bonne idée de dire, il y a des beaux sacs, là, les sacs de poisson, là, thermos, là, ça, on va remplacer. On va sortir le méchant plastique, on va mettre plus de sacs thermos. J'étais avec un marchand de la ville de Bromont, très coloré. Il y avait, en bon français, pété toute une coche à l'employé municipal. Puis, parce que dans le fond, les gens veulent bien faire, mais ils n'ont pas nécessairement la compétence. C'est là que l'initiative de ramener ça à un niveau, je veux dire, provincial, où, par exemple, tu as Recyc Québec, tu as le ministère, tu as des gens avec les compétences environnementales et opérationnel, en tout cas on espère, en nous consultant. Bon, au niveau provincial, au moins, il y a un processus de consultation qui n'est peut-être pas parfait, mais au moins il est transparent. On a accès aux informations, on sait qui a commenté, moins quand c'est réglementaire, mais au moins quand c'est législatif, on a accès à l'information. Au niveau municipal, c'est pas toujours exactement clair, effectivement. Donc, c'est cette expertise-là qui n'est pas nécessairement disponible. Donc, ils sont motivés de bonnes intentions. Ils doutent un peu de nos intentions. Fait que là, il faut trouver la personne neutre et compétente. Ça peut être Recyc Québec, ça peut être Éco-entreprise Québec qui nous a beaucoup épaulés dans des initiatives au niveau des meilleurs emballages de remplacement. Pratique, oui. Puis après ça, il y a aussi tous les aspects économiques derrière tout ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est en période où les gens font très attention à leurs achats, sont très sensibles au prix. Si on vient remplacer un emballage par un emballage qui coûte 3 fois plus cher, il va y avoir une différence dans le prix. Un autre exemple, on a entendu plusieurs fois la volonté, par exemple, de retirer les barquettes de styromousse. Il y en a certaines qu'on peut retirer dans certains types d'emballages de produits, mais ça va peut-être susciter plus de pertes, par exemple, on pense aux zucchini. Même chose au niveau des viandes. Actuellement, la plupart des viandes, quand on regarde le ratio, on a énormément de viande préparée à l'avance, prête à acheter par le consommateur. Si demain matin, on nous empêche d'emballer de cette façon-là, le résultat, ça va être que ça va nous prendre des dizaines de bouchées par magasin, bouchées qui n'existent pas. On en forme, on a un programme de formation à l'ADA, on essaie de former plein de bouchées, mais bon an, mal an, on en sort 150, 200 par année, et puis plus que ça n'arrivera pas. Donc, c'est important que les autorités comprennent nos contraintes opérationnelles, puis c'est pas du lobbyisme aveugle de notre part, au contraire, c'est vraiment une question de sensibiliser les gens à notre réalité opérationnelle. Tout à fait. Puis on a un comité de travail qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps sur la question du gaspillage, dans lequel on a ajouté une portion de préservation des aliments, parce qu'il y en a tout le débat sur la réutilisation des plastiques ou non. On oublie des fois que les contenants ont leur utilité, ils ont une obligation, pas une obligation, mais un impact réel sur la préservation d'aliments.
Puis malheureusement, c'est pas tout le temps cette information-là qui sera à l'oreille de ceux qui ont l'idée à l'origine de faire une politique qui, dans ce cas-ci, vise l'environnement, mais en réalité va affecter la préservation d'aliments. Donc, il y a toujours des alternatives qui, lorsqu'ils ne sont pas réfléchis, ont un impact. Un autre des points, je vais te laisser l'ouvrir, c'est celui sur la consigne. C'est un dossier qui nous... comme vous connaissez, certainement, vous avez entendu parler d'une nouvelle future consigne énergie qui va être mise en place à partir de mars prochain, qui occupe à peu près, en tout cas, un trop gros pourcentage de notre temps, mais pour lequel les implications sont excessivement réelles pour les détaillants d'alimentation, entre autres, à travers le Québec. En fait, tout part d'un règlement. Là, cette fois-ci, c'est le gouvernement provincial. Il y a des projets, des attentes au niveau de la récupération des matières. On est tout à fait en phase avec ça. Bon, on avait d'autres solutions en tête au départ, mais on s'est fait une tête. On peut dire, à l'origine, on aurait souhaité qu'on consacre plus d'argent et d'investissement dans les centres de collecte et de tri, puis qu'on investisse davantage dans le panier bleu plutôt que de diviser ça en deux systèmes parallèles dans lesquels il y aura des ressources en double. Mais bon, le dossier est fini. Mais là, on a un règlement qui est assez complexe, qui partage les responsabilités entre différents joueurs. Les détaillants ont des responsabilités, les producteurs de matière ont des responsabilités. Les problèmes sont multiples, les délais. On est presque à 9 mois. 9 mois de l'implantation d'un système. Il y a quelques sites ouverts en date d'aujourd'hui. Nous avons des obligations pour équiper des sites, des centaines de sites à l'échelle du Québec, dans des régions éloignées, dans des centres périurbains. Puis il y a aussi plusieurs matières qui sont problématiques, qui sont incompatibles avec nos opérations. On l'avait dit en amont de l'écriture du règlement, qu'il y avait des matières incompatibles, ça n'a pas été retenu. Comprendre le verre qui est concassé, qui va générer de la poussière de verre dans des environnements alimentaires où on prépare, où on transforme des aliments, ça n'a pas sa place. Comprendre aussi des contenants de lait qui vont avoir été maintenus chez vous pendant quelques jours, peut-être semaines, puis vous allez avec plaisir venir mettre dans la machine dans l'entrée d'un des magasins. Et quand ça va exploser, vous imaginez l'odeur. On ne peut pas vivre dans ce film-là. Donc, ça rend l'opération du futur système encore plus compliquée. Puis tout ça en amont, dans le fond, ça part d'un processus réglementaire qui, selon nous, aurait pu mieux fonctionner. Une consultation en amont aurait aidé à comprendre parce qu'on est malheureusement encore, tout récemment, on est encore à essayer de faire comprendre à des gens dont ce n'est pas la spécialité, mais que des enjeux sanitaires, de salubrité, des enjeux de sécurité dans les épiceries, on ne peut pas gérer ça. On a suffisamment déjà des charges de risque qui sont déjà importantes dans les commerces. Et malheureusement, les gens qui ont mis en place le règlement, c'est le morceau qui manquait à leur équation et on a perdu énormément de temps dans la mise en place parce qu'il y avait des gens qui souhaitaient et qui avaient prévu que tout le système reposerait sur les épaules des détaillants et qu'on gérait à l'intérieur des commerces, ce qui n'est pas possible. Et là, effectivement, on est à moins de 9 mois d'implantation d'un projet qui, malheureusement, qui demanderait encore énormément de temps de préparation. Donc, il va manquer des morceaux dans l'équation. Et le règlement tel que rédigé pose une responsabilité énorme sur les détaillants qui, dans beaucoup de cas, ne pourront même pas logistiquement appliquer le règlement. Et on essaie de voir avec eux, on travaille d'arrache-pied pour essayer de voir comment on peut s'en sortir. On sait qu'il y aura probablement des aménagements réglementaires encore. Ça fait plusieurs fois qu'on change le règlement depuis le début. Ça, c'est un bel exemple. Je pense qu'on va être rendu au 5e changement dans le règlement depuis la version originale, pour preuve que plus on consulte en amont, plus on éviterait de devoir retourner à la planche à dessin constamment. Mais malheureusement, ce que ça fait, c'est que c'est des dépenses et des frais qui sont énormes déjà présentement pour essayer d'arrimer un règlement qui, malheureusement, ça aime très mal à la réalité. Je pense qu'on va, en tout cas, je pense et j'espère qu'on va arriver à une solution mitoyenne. On n'a pas le choix. Il faut trouver une solution qui, comme dans tous les autres dossiers, soit à la fois opérationnellement parlant bonne, mais aussi qui soit raisonnable d'un point de vue de l'ampleur de l'investissement qui est fait. On ne peut pas avoir un déséquilibre complet, sauf qu'il y a des limites au-delà desquelles on ne peut pas transgresser. On ne peut pas jouer avec l'environnement sécuritaire de nos établissements. C'est juste impossible. Puis je pense que s'il y a un vœu à faire par rapport à ça, puis dans l'ensemble des exemples qu'on présentait, c'est un peu la même chose. On est là pour aider au processus. On est là pour accélérer, même si ça se trouve parfois certaines résolutions de conflits. Nous, dans le fond, on est tout à fait par l'âme, vous voyez. On n'a pas crié après personne, on ne lance pas la roche à personne. Au contraire, l'objectif, c'est justement ça, c'est de rendre les processus plus faciles. Souvent, on est aussi un petit peu moins émotif que nos membres qui pourraient réagir un peu différemment de la façon dont on l'explique en ce moment.
Et le but, c'est de trouver la solution. T'sais, si on revient sur un exemple municipal, nous, une ville qui nous dit « j'ai tel objectif », parfait, on va s'asseoir ensemble, on va voir avec les partenaires, on va voir sur nous détaillants, c'est quoi l'impact, mais parfois l'impact peut être sur la chaîne de valeur en amont de nous ou en aval. C'est important de l'évaluer parce que si on pose un geste, on change un comportement, puis que la chaîne de valeur n'est pas capable de suivre, on a perdu beaucoup d'énergie. Puis combien de fois on s'est fait dire avoir su, si on avait su, si on ne le savait pas. Puis c'est dans l'ensemble de nos dossiers, généralement, c'est ce qu'on entend le plus souvent de la part des gens qui, du côté politique, découvrent le dossier, qu'ils soient autant au niveau politique, administratif, encore plus politique, parce que souvent, c'est moins des experts, les fonctionnaires sont un peu plus souvent, ils ont des années d'expérience, le personnel politique est plus souvent nouveau ou tout récent. Donc, il faut faire plus de pédagogie, mais combien de fois on s'est fait dire si on avait su? Ce qui est plate, souvent, c'est qu'on pourrait ressortir le mémoire d'il y a 4 ans qu'on avait écrit, où c'était écrit noir sur blanc. Voici ce qui va arriver. Mais c'est pas ça. Le but, c'est pas de dire on a gagné. Le but, c'est d'arriver à la fin voulue. Si on a un projet de règlement pour diminuer le gaspillage alimentaire, bien, il faut s'assurer que le processus va nous permettre de diminuer le gaspillage. Pas que c'est juste un document additionnel qu'on ajoute sur la pile, puis on fait de la politique avec. Ouais. On parle d'opération. Nous, c'est vraiment le grand cœur de ça. Le temps file, il nous reste quelques minutes. Ouais. Peut-être juste, je pense que ça aurait pu valoir la peine de mentionner un petit mot sur le fait qu'il y a un changement, en tout cas surveillé-là, qui va toucher la loi de la protection du consommateur, qui touche moins le monde alimentaire, mais qui touche notamment peut-être les pharmacies, pour ceux qui en ont ici, pour lesquels il y a malheureusement, il y a des consultations qui sont malheureusement extrêmement imparfaites en ce moment, dont la dernière consultation qu'il y a eu sur un des règlements qui s'en vient auprès des détaillants a été faite entre le 15 décembre et le 15 janvier. Vous aurez compris que c'était le pire moment dans l'année pour non seulement consulter qui que ce soit, mais encore plus le monde du détail dans lequel on vit la période la plus intense de l'année. Donc, on sait qu'il y a des morceaux, malheureusement, qui vont tomber un peu croche quand les règlements qui vont en découler vont être présentés. Mais ça surveille parce que c'est des implications énormes sur les épaules des détaillants qui s'en viennent. Maintenant, il nous reste quelques instants, peut-être pour revenir sur, dans le fond, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'éviter, comment on peut, en tout cas, prévenir les problèmes dont on vient de parler. D'abord, je pense que c'est important de parler de l'importance de la consultation et de la collaboration. Rappeler au gouvernement pluriel, là, municipaux, provinciaux, fédéral, qu'on est là pour aider. On a des membres également, mais on est nous-mêmes des associations, on a beaucoup d'informations, une facilité d'obtenir de l'information, et on est en mode solution. Parce que si vous voulez transformer l'industrie, il faut que l'industrie soit assise à la table. On n'a aucun autre choix. On ne peut pas imposer à une industrie qu'on connaît mal des changements, parce que forcément, avec des mauvais constats, on arrive avec une mauvaise solution. Si on ne connaît pas comment peuvent s'opérer les changements, ça n'arrivera malheureusement pas. L'analyse des coûts, c'est souvent des morceaux qui manquent dans les règlements. C'est une meilleure compréhension de l'impact réel sur les détaillants ou sur les gens qui, sur le terrain, sont touchés. C'est malheureusement souvent bradé ou en tout cas carrément oublié dans d'autres cas. Un exemple peut-être juste rapide parce qu'il frappe l'imaginaire, c'est celui de la langue française sur la question notamment tous les changements qui sont à prévoir en vue de la réglementation qui est en place, qui va être appliquée dès qu'elle va être adoptée. Le gouvernement avait évalué à peu près à 8 millions l'impact sur les entreprises. Juste sur la portion de l'affichage, juste pour un seul de nos détaillants, la mise en application du règlement va représenter entre 20 et 25 millions de dollars pour un seul détaillant, pour un seul des aspects du règlement. Mais au gouvernement, on va vous raconter que c'est 8 millions de coûts pour l'ensemble du territoire québécois, pour l'ensemble des compagnies. Donc, des fois, il y a un manque d'arrimage entre la réalité opérationnelle, puis ça, c'en est un bel exemple. Puis l'éducation, la communication transparente, c'est un peu ce qu'on demande dans tous nos dossiers. La consigne, c'est un bel exemple. Combien de fois on a demandé de la transparence, meilleure compréhension, meilleure information, plus de partage d'informations en amont pour éviter qu'il y ait de l'information qui se perde. Si on était capable de corriger ce facteur-là, ça serait déjà un gros morceau. Puis en fait, on se veut d'être transparent le plus possible dans l'ensemble des enjeux. Tu sais, nous, on a un magazine, on est extrêmement transparent, on est inscrit au registre des lobbyistes. C'est pas normal dans certains cas quand on va rencontrer des élus pour travailler sur un projet qu'ils ont annoncé, qui nous disent on attend pour commencer, on attend notre avocat. Voyons, on est complètement dans le droit des gens qui nous font confiance pour les représenter. On est là pour aller chercher de l'information, on est là pour bonifier le projet. Puis je le répète, l'objectif, c'est pas de bloquer des projets. L'objectif, c'est de faire atterrir les idées. Si on a une bonne idée dans une municipalité, au niveau provincial, au niveau fédéral, je veux dire, l'industrie, le propriétaire d'une entreprise ne fait pas partie d'un autre monde complètement parallèle. Là. Il est conscient qu'il y a beaucoup d'emballage. Même, il
faut pas oublier, là, quand on revient à cet exemple-là, l'emballage au même titre que le produit qu'on a acheté, c'est un coût. Donc, si on pouvait diminuer le coût d'un de nos intrants, évidemment qu'on voudrait le faire tout de suite. Si demain matin, 100% des magasins pouvaient être en vrac, ça serait une baisse de coût. Le problème, c'est que c'est le facteur main-d'œuvre qui vient augmenter. Donc, c'est une solution qui est plus attrayante pour des plus petits commerçants, beaucoup plus difficile à opérer pour des magasins avec beaucoup plus de volume. Donc, je pense que le message est très clair. On est là pour collaborer sur l'ensemble des enjeux. Nos numéros de téléphone sont disponibles sur nos sites web. C'est accessible, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez, il nous reste 1 minute ou 2 pour peut-être une question du public, 1 ou 2 questions, mais sinon on arrive au bout du 30 minutes. Alors si, je ne sais pas si quelqu'un a une question, un complément d'information à donner. Sinon, je pense que ça fait déjà le tour. En d'autres mots, on est disponible, accessible, puis encore une fois, on est vraiment fermé au changement. Tant qu'il est prévisible, c'est surtout ça qu'on vise, là. Alors, merci tout le monde. Merci de votre attention. Merci.